poursuit avec le groupe Horizon et Indépendants et la parole est à Monsieur Vincent Thiébaut. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord au nom du groupe Horizon, je voudrais vous saluer pour votre audition et vos propos et votre introduction préliminaire. Pardon. Au niveau d'Horizon, nous soutenons bien sûr la relance de la production nucléaire française, avec notamment ces trois priorités: décarboner, assurer notre indépendance énergétique et maintenir notre compétitivité dans la durée. Excusez-moi, je suis trouvé par mes collègues qui sont un peu dissipés. Et vous l'avez dit ici dans cette commission il y a à peu près un an, vous devez évoluer tout ça dans un contexte inédit, avec notamment la poursuite du fonctionnement d'installations anciennes et la construction de nouvelles installations à un rythme soutenu, l'arrivée de nouveaux réacteurs innovants qui forcément vont devoir s'adapter à un modèle nucléaire qui est en pleine mutation. Et enfin, comme vous l'avez souligné, un système de contrôle de la sûreté nucléaire qui devra face à un volume inédit d'expertise, de contrôle et d'instruction dans les années à venir, notamment dû au vieillissement du parc. Et suite à ça, effectivement, aussi la fusion de l'ASN et de l'IRSN. Je ne vais pas revenir dessus, vous avez largement pu y répondre. Toutefois, un point qui m'intéresse, toute fusion a un coût, on le sait. Vous avez parlé tout à l'heure d'une mutualisation de systèmes d'information. On a aussi des risques de perte d'efficacité du fait d'une nouvelle organisation. Nous allons rentrer dans une phase budgétaire. Est-ce que ce surcoût lié à cette fusion, vous l'avez déjà estimé? À combien? Sur combien de temps? Estimez pouvoir complètement absorber ce surcoût? 1 an, 2 ans, 3 ans? Et ma deuxième question, notamment dans le cadre de lancement, et comme on peut l'avoir, de lancement des démantèlements de la centrale de Fessenheim, nous allons rentrer aussi dans l'ère des démantèlements de centrales nucléaires. Comment vous appréhendez cette partie-là aujourd'hui, notamment dans le traitement des déchets, des résidus, puisqu'aujourd'hui nous avons une réglementation qui a changé avec le seuil de libération. Est-ce qu'aujourd'hui ça a été... Décidément, il y en a qui se dissipent. Je les ai réveillés, excusez-moi. Et donc, du coup, effectivement, comment vous appréhendez effectivement cette nouvelle réglementation au seuil de libération du point de vue de l'ASN, l'IRSN? Et ensuite, j'aurais bien voulu vous entendre aussi sur notamment le vieillissement du parc, l'impact du changement climatique, notamment sur les réacteurs à eau pressurisée, avec les tensions sur leurs ressources eau que nous pouvons avoir, que ce soit en termes de température, mais aussi potentiellement les phénomènes d'inondation comme nous l'avons connu cette année. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci Monsieur le député. Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le député Thiébaut. Alors tout d'abord, votre première question me conduit à répondre à une question de la Présidente à laquelle je n'ai pas répondu dans mon propos liminaire, c'est la question de la préparation de la loi de finances, avec à la fois le coût de la fusion, c'est votre question directe, mais aussi globalement comment ça se présente. Alors, sur le coût de la fusion, bien évidemment, il va y avoir un coût additionnel au fonctionnement, à l'investissement, qui va être lié au fait que nous aurons certaines opérations à réaliser qui n'étaient pas programmées. Par exemple, avoir un système d'information qui soit interconnecté, qui fonctionne, avoir des développements d'applications nouvelles qui permettront d'avoir une gestion unifiée des personnels, etc. Il va falloir faire évoluer un certain nombre de sujets, enfin d'outils dont nous disposons. Donc on a évalué ce coût, bien évidemment, on estime que c'est de l'ordre de 6 millions d'euros pour mettre en place la future ASNR. J'ai parlé d'ici d'information, mais il y a d'autres sujets, hein, bien évidemment. Mais globalement, une enveloppe de ressources nouvelles nécessaires, qui n'auraient pas été nécessaires si la loi n'avait pas été votée, mais de 6 millions. Ensuite, nous sommes dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, tout le monde le sait, et nous sommes bien conscients que la discussion en loi de finances va être serrée. Pour l'instant, nous avons eu des informations préliminaires sur les enveloppes que le ministère des Finances et le ministère chargé de l'Environnement, puisque c'est lui qui gère le programme 235, qui est le programme budgétaire de l'autorité et de l'IRSN, le futur programme. Nous avons eu des discussions préliminaires et nous avons des chiffres alarmants, très alarmants. Les besoins estimés de crédit de fonctionnement et d'investissement pour la future ASNR à enveloppe constante, c'est-à-dire il ne s'agit pas de les augmenter, c'est de regarder ce qui a été dépensé en 2024, avec une correction des effets de périmètre, puisqu'il y a une certaine part d'activité qui va partir ailleurs, au CEA, au ministère de la Défense, en tenant compte de l'estimation des recettes, parce qu'il y a des prestations vendues qui peuvent donner des recettes, mais aussi des changements
liées au statut. En tant qu'autorité administrative indépendante, ce n'est pas un EPIC, nous n'avons pas de possibilité de jouer sur la récupération de la TVA, par exemple. Si on prend tous ces paramètres et qu'on regarde, aujourd'hui, il nous manque 37 millions d'euros dans notre budget de fonctionnement. Pour un budget de fonctionnement qui fait 150 millions. Il nous en manque 37 sur 150. 25%. Donc, indépendamment de la question, est-ce que vous pouvez mettre en 1er janvier 2025, avec votre organisation, l'ASNR en place, que ce soit l'ASNR, que ce soit l'ASN et l'IRSN séparés, c'est pas possible. On ne peut pas. Avec les premiers chiffres qui nous sont donnés. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc je le dis, parce que je sais que c'est un sujet important, et que vous êtes les parlementaires qui votaient la loi de finances. Voilà, on ne peut pas. Et c'est plus important pour moi que la date du 1er janvier 2025 sur l'organisation. On n'a pas les moyens de fonctionner. Voilà, c'est pour la première question. Alors, sur la question de démantèlement du traitement des déchets, vous avez questionné plus particulièrement sur les seuils de libération. Alors effectivement, il y a eu des évolutions réglementaires pour permettre de valoriser un certain nombre de déchets très faiblement radioactifs, les déchets TFA, notamment les déchets métalliques. C'est quelque chose qui se fait à l'étranger, qui se fait en Europe. Tout ça est encadré par des règles Euratom, par des seuils de libération définis par l'AIEA. Voilà. La France n'avait pas jusqu'à présent utilisé cette possibilité. Cette possibilité sera encadrée, bien évidemment, avec le projet de technocentre d'EDF qui consiste à, effectivement, refondre des matériaux métalliques très faiblement, voire pas radioactifs, pour pouvoir valoriser ce produit avec des contrôles qui permettront de vérifier que les seuils de libération sont très faibles. Les seuils qui ont été retenus dans la réglementation correspondent à une exposition, si quelqu'un était exposé à un matériau issu de ce traitement, 30 fois inférieur à la radioactivité naturelle, même d'ailleurs à l'exposition cosmique uniquement. Donc voilà, qui n'est qu'une part de l'activité de radioactivité naturelle. Donc c'est vraiment négligeable. Hein, et c'est partout comme ça dans les pays européens. Donc nous avons, nous, émis un avis, l'ASN, sur ce sujet, en disant que dans ces conditions-là, il nous paraissait effectivement tout à fait envisageable d'autoriser des installations qui réaliseraient cette valorisation des déchets TFA métalliques. Mais nous avons dit uniquement les déchets TFA métalliques, parce que les process industriels qui sont utilisés permettent, à travers une fusion des produits métalliques, de contrôler le process industriel, de s'assurer du niveau de radioactivité de ce qui sort. Nous n'avons pas dit qu'il fallait mettre en place un seuil de libération généralisé, parce que c'est beaucoup plus difficile. Je vais prendre un exemple. Il y a plein de gravats liés au démantèlement. Ces gravats, ils ne sont pas homogènes. On ne peut pas les fondre dans un four. Et donc, mesurer exactement quelle est la radioactivité de ces gravats pour pouvoir les valoriser, ça nous paraît encore pas au point. En revanche, les matériaux métalliques, oui, ça me paraît possible. Impact du changement climatique, bien évidemment, c'est un sujet majeur que nous prenons en compte à la fois sur le parc nucléaire existant et sur les constructions nouvelles qui sont affichées. Pour le parc existant, ça se fait à l'occasion des réexamens de sûreté, tous les 10 ans. Tous les 10 ans, nous prenons en compte les prévisions du GIEC, les plus pessimistes, pour pouvoir réévaluer l'impact du changement climatique sur le fonctionnement des réacteurs nucléaires. Et lorsque c'est nécessaire, nous demandons à EDF de mettre en place des évolutions des installations. C'est notamment le cas pour le refroidissement à l'intérieur du bâtiment réacteur. Plus la température extérieure est élevée, plus la température à l'intérieur du BR, compte tenu des conditions de ventilation, peut être élevée, et ça ne garantit pas le fonctionnement de tous les équipements importants pour la sûreté. Il faut qu'il soit en dessous d'une certaine température. Donc il faut augmenter les capacités de refroidissement à l'intérieur des bâtiments réacteurs. Voilà une évolution qui résulte du réexamen de sûreté sur les réacteurs existants. Pour ce qui concerne les réacteurs du futur, bien évidemment, ce sont des réacteurs qui seront en service, s'ils sont autorisés, bien sûr, si la loi le décide, ils seront encore en service au début du siècle prochain. Donc il faut anticiper avec des paramètres de réchauffement climatique du 22e siècle, du début du 22e siècle. Ça suppose, là encore, une construction prudente pour pouvoir faire face aux différents événements. Je parlais de la température, mais aussi, bien évidemment, les conditions d'impact sur la ressource en eau, qui est aussi un élément important.
Et ce qui nous estimons, la SN, estimons nécessaire, c'est à la fois d'intégrer ce réchauffement climatique, pour une part dans la conception, parce qu'on peut tenir compte des améliorations technologiques pour avoir une construction plus robuste et plus adaptée à des conditions environnementales qui sont plus fortes. Mais il ne s'agit pas pour nous, d'ailleurs ça serait hasardeux parce que personne ne sait exactement quel sera le climat en 2100, il ne s'agit pas d'imposer une construction qui soit résistante et résiliente, enfin résistante à ces conditions climatiques de 2100, mais de prévoir une conception qui permette des aménagements, c'est-à-dire qui permette de faire des évolutions. Je reprends mon exemple, la température à l'intérieur du bâtiment réacteur, pour pouvoir la baisser, il faut pouvoir mettre des équipements supplémentaires pour refroidir. Il faut de la place. Si on n'a pas prévu à la conception du réacteur cette place, on ne peut pas avoir une structure résiliente qui s'adapte. Je prends un deuxième exemple. Si les périodes de canicule et d'étiage augmentent, ce qui est tout à fait vraisemblable, l'exploitant devra avoir des conditions d'exploitation pour pouvoir mettre à l'arrêt ou réduire la puissance de son réacteur. Et pendant ce temps-là, il ne pourra peut-être pas rejeter les rejets liquides dans le milieu. Donc il va falloir les entreposer. Donc il faut des capacités d'entreposage vraisemblablement plus importantes que celles d'aujourd'hui. Donc il faut des emplacements pour mettre des capacités d'entreposage supplémentaires. Donc voyez-vous, c'est ça que nous demandons. Nous demandons à avoir la prise en compte des meilleures technologies disponibles dans la conception des nouveaux réacteurs, mais aussi de concevoir une installation qui soit adaptable pour pouvoir faire face à des évolutions que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Vous avez entièrement raison. Je crois que l'adaptation doit être prise en compte dans chacune de nos décisions, aussi bien politiques, industrielles. Je vais donner la parole maintenant à Constance de Pellichy pour le groupe Liberté Indépendante.